Bonsoir à tous, Viva Africa pour revenir sur ces matchs qualificatifs et ces deux nouveaux quarts de finalistes que vous venez de découvrir en direct sur Canal. Parler des matchs de demain, je peux vous dire qu'il y a du soulagement sur le plateau. Nasser Sanjak, Chérif Oudjani qui ont gagné de teinte en couleur par rapport au coup d'envoi. Je n'ose te dire, si ce n'est qu'aujourd'hui on a vu vraiment un match d'hommes et un match que l'Algérie a. On a retrouvé réellement les valeurs qu'on fait que cette équipe a pu faire un grand mondial. Et aujourd'hui, à l'image de Majid Bouguera, franchement, c'est de l'axe central. On a été ce que l'Algérie est depuis quelques temps. Ils ont retrouvé. Il est déjà parti dans l'analyse nationale. Ah, mais moi, il est parti. Il fait un débrief complet pendant 50 minutes du match. Kaba Diawara nous a rejoint également. Bonsoir Kaba. Alors vous êtes à fond déjà. Vous pensez déjà au match de la Guinée, de votre Guinée demain. C'est ça, demain il y a un gros match qui nous attend. On est chaud. J'ai passé quelques coups de fil là. Tout le monde est chaud, donc vivement demain. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, mais il ne faut pas oublier que la Guinée et le Mali, Guinée-Mali demain, la Guinée et le Mali, les quatre dans ce groupe, dans ce fameux groupe où tout le monde est à égalité, les quatre ont leur chance. Alors au sommaire, bien sûr, on va revenir sur cette qualification de l'Algérie qui a donc battu ce soir le Sénégal 2-0, une victoire assez maîtrisée finalement. Vous n'avez presque pas eu le temps d'avoir peur, messieurs. On évoquera quand même l'élimination du Sénégal, qui est un sacré coup dur, parce que le Sénégal faisait partie des grands outsiders de cette CAN. Et puis on évoquera le Ghana sur le fil, incroyable. André Ayew, qui grâce à une tête à quelques minutes de la fin, propulse les Black Stars en quart de finale de cette CAN. Et puis je vous le disais, nous parlerons bien sûr des matchs de demain, des rendez-vous de demain, avec le Cameroun au bord de la crise de nerfs, au bord pas sûr, même déjà dans la crise de nerfs, ça brûle vraiment entre la presse camerounaise et le sélectionneur allemand des Lions Indomptables. Et puis nous évoquerons également la Côte d'Ivoire qui joue demain donc face au Cameroun, sans oublier, on l'a dit, le Mali et donc la Guinée. Mais revenons pour commencer sur cette victoire algérienne, sur ce 2-0, avec ce but qu'on va revoir à 8 minutes de la fin de Ben Taleb qui scellait le match, clairement. Ben Taleb, on va le voir, qui tranquillement va battre le Ghana sénégalais. Ils ont maîtrisé les Algériens, vous êtes d'accord pour dire ça ou pas? Surtout, je pense surtout que l'équipe d'Algérie a montré réellement que c'est un mondialiste, comme le Ghana a réellement montré qu'être mondialiste, c'est aussi savoir cerner ces moments difficiles avec des matchs à très grosse pression. Et on a vu quand même une équipe d'Algérie qui a quand même été très calme tout le match, qui a été très posée, qui a su mettre les coups de banderie quand il fallait les mettre. Et Ben Taleb et le petit Haider au milieu ont fait un match remarquable avec l'axe central, qui ont vraiment fait en sorte que l'Algérie a pu tenir. Chérif Oudjani, on voit cette frappe du joueur de Tottenham. Magnifique. Oui, bien sûr, l'Algérie a bien maîtrisé son sujet, même s'il a aussi un petit peu peut-être trop subi en début de deuxième mi-temps. Peut-être qu'inconsciemment, ils voulaient garder un peu cet avantage. Ils ont reculé un petit peu. Mais en fin de compte, ils n'ont jamais eu de très grande frayeur et les principales occasions aussi ont été algériennes, comme ce sauvetage de Karim Bodji sur sa ligne, où il supplée son gardien. Mais c'est surtout cette Algérie qui a montré qu'au pied du mur, elle était attendue, elle a répondu présente. Et c'est ça ce qui est important dans des matchs couperés. C'est de bon augure pour elle, pour la suite, car il faut savoir aussi gérer la pression. Une première réaction dans Viva Africa, celle de Ben Taleb, celui qui vient de marquer, vous l'avez vu, le deuxième but, il est avec Sébastien Dupuis. Nabil, c'était compliqué, c'est fait, et on voit que ça vous soulage, vu le bruit dans les vestiaires. Ouais, bien sûr, on s'attendait à un match très difficile. C'était soit on gagnait, soit on était dehors, et on a réussi à faire une très bonne prestation, et on est très content, on va célébrer ça comme il le faut. On a beaucoup parlé de l'état du terrain à Mongomo, qui vous mettait en difficulté par rapport à votre jeu. Vous avez très sincèrement, Nabil, senti une vraie différence sur celui-ci? Oui, bien sûr, c'est clair qu'à Mongomo, c'était très difficile pour jouer au ballon et c'était plus facile pour les équipes plus physiques que nous. Mais on s'est pas trop mal débrouillé et on a fait montrer aujourd'hui qu'on pouvait mener des belles parties et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, maintenant, évidemment, l'ambition, tout le monde va vous en parler. C'est le titre, forcément, vous êtes sorti de ce piège-là. Maintenant, il faut aller au bout. Bien sûr, c'est clair, on a toujours cet objectif en tête. Mais on va prendre match par match et rester concentré. Chaque équipe sera très dure à jouer et il faudra être prêt pour le combat. Meilleur buteur de la CAN ou pas?
Je l'espère. Comme ça profite à mon équipe. Nabil Bentaleb, qui a trouvé son bonheur en Angleterre, à Tottenham, c'est un ch'ti, hein, c'est un gars du Nord, hein, il a grandi à Lille, il est passé par le LOSC, je rappelle Chérif Oudjani que vous travaillez pour le LOSC, il était au LOSC tout petit, non, au départ? Oui, il a débuté, il me semble, au LOSC, il est natif de la région lilloise, donc voilà. Voilà, comme vous êtes né à Lens, à Lens, exactement. Et on rappelle que vous êtes le buteur de la seule victoire à ce jour de l'Algérie dans la CAN en 90, le buteur de la finale contre le Nigeria. On a vu votre but tout à l'heure dans l'après-midi. Peut-être qu'on vous le repassera, tiens, pour vous faire plaisir d'ici la fin de l'émission. Alors l'Algérie a eu aussi la chance, est-ce que c'est une chance, mais en tout cas l'opportunité de mener au score très, très rapidement sur une erreur absolument incroyable. On va revoir quand même cette ouverture. Et alors Stéphane Badji, le Sénégalais, qui clairement est en train de faire la sieste, il dort, il n'est pas possible, il ne peut pas être réveillé parce qu'il laisse, on le voit bien là, l'attaquant dans son dos à 10 mètres, il ne réagit pas sur le démarrage, il ne bouge pas. Mais parce qu'il s'est réglé sur le premier stopper. Si on prend l'image de départ, tu verras qu'il s'est réglé sur le premier stopper. Le problème, c'est que l'autre stopper et l'autre latéral ont couvert complètement cette profondeur. Et sur ce coup-là, c'est quand même à ce niveau-là, quand même, c'est chaud. Hein. Kaba Diawara, regardez, vous auriez aimé quand vous étiez attaquant, vous avoir un défenseur comme ça en pleine sieste. Hein. On va le voir sur la palette. Là, moi, je pense que c'est le problème de jouer à 3. Donc, il joue à 3 en zone. Et justement, donc, le latéral droit qui doit rentrer, des fois, il oublie. Et si personne ne lui parle pas, ça fait ce genre d'écart. Et là, regardez, donc là, justement, il s'aligne. Là, il est trop à l'intérieur. Il ne regarde pas ce qui se passe dans son dos. Il est surpris. Et après, c'est trop tard parce que, voilà. Il s'aligne sur le premier stopper. Il s'aligne et puis il est trop à l'intérieur. Il oublie de fermer, comme on dit. Après, l'attaquant se retrouve seul, un bon contrôle et puis un plat du pied. Oui, il a une mauvaise position parce que, bon, là, dans l'idéal, il doit pouvoir voir et le ballon et l'adversaire, tandis que là, il est focalisé que sur le ballon et il ne sait plus où est Mahrez. Et l'attaquant, donc c'est Riyad Mahrez. C'est bien, un petit mot sur Mahrez. Il a bien joué. Il est de Sarcelles, Mahrez. Il est passé par Quimper, par Le Havre. Et depuis janvier dernier, depuis un an, il est parti en Angleterre, à Leicester. Et il s'épanouit, comme les deux buteurs viennent d'Angleterre aujourd'hui, hein, du côté de l'Algérie. Yoann Gourcuff, lui, il vient de France, il vient de Bretagne. Non pas de Grande-Bretagne, mais de Bretagne. Je pense qu'il doit être assez soulagé, le sélectionneur des Fennecs, avec Sébastien Dupuis. Un sélectionneur heureux, forcément, c'est un euphémisme. Ça a été compliqué avec ce statut de favori en plus. Vous avez répondu, et avec la manière. C'est pas le problème du statut, c'est le problème du jeu. Quand le ballon est en l'air, c'est compliqué. On a eu, en certaines circonstances, sur les attaques rapides, la possibilité de remettre à terre, de faire les différences. Après, c'est vrai que dans l'impact athlétique, c'est une équipe qui a des arguments phénoménaux. Et après, il fallait tenir, il fallait beaucoup défendre. À partir du moment où on a marqué assez vite aussi, la pression a été très forte. Mais on a été bien organisé défensivement. Bien sûr, on aurait souhaité avoir ressortir davantage le ballon, mais c'est aussi des circonstances qui l'ont imposé. Au bout alors maintenant. Non, on avance, on n'était pas non plus... je pense que contre le Ghana, on a perdu dans les dernières secondes. Et l'analyse du match se fait par rapport au score, pas par rapport au match. Donc voilà, là on a gagné, on n'est pas champion. C'est juste... c'est une compétition que je découvre, qui est excessivement difficile parce que les conditions sont complètement différentes de celles que je connais en Europe. Et donc c'est des vrais combats physiques. Donc évidemment, on souhaiterait avoir davantage de maîtrise, comme je l'ai dit, dans la tenue du ballon. Mais il faut aussi avoir la capacité de s'adapter. Merci beaucoup. Il est en âge, Christian Gourcuff. C'est vrai qu'il s'adapte. On sait qu'il aime bien le football bien léché, etc. Bon, là, il voit aussi qu'on ne peut pas construire comme il l'a fait dans des clubs où il est resté pendant 15 ans. Il est en opération commando. Pendant que Pascal Mathieu va nous remontrer les principales occasions algériennes, une petite question sur l'ambiance en Algérie à partir de maintenant. Parce qu'on parlera tout à l'heure des tensions au Sénégal, on parlera des tensions au Cameroun. Il y avait aussi des tensions en Algérie. Les opinions publiques sont très à l'affût des résultats. Est-ce que l'Algérie maintenant va retrouver de la sérénité? Est-ce que c'est parti? Est-ce que l'Algérie est partie pour faire une grande CAN? Tu sais, comme toutes les grandes équipes, comme je te disais au départ, qui ont fait le mondial, on voit qu'il y a une grande expérience. Maintenant, comme on n'a jamais, avec cette équipe-là, on n'a pas gagné grand-chose. La dernière CAN, on est sorti au premier tour. Là, avec cette jeunesse et avec ce qu'ils montrent aujourd'hui, on sait qu'en général, sur le troisième match et sur le quart de finale, là, on va voir réellement les ambitions et réellement, on va voir sortir qui est réellement le favori de cette poule. Avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense que la confiance va être là.
je pense qu'on risque d'être dans le carré final. Je pense réellement. Le peuple algérien va retrouver la confiance, Chérif Oudjani? Oui, surtout avec le match qu'ils ont fait ce soir. Donc ils ont quand même 6 points. Après, comme dans beaucoup de sélections, il y a toujours un scepticisme qui entoure chaque équipe avant chaque grande compétition. Ça va le faire, ça va pas le faire. Et après, ce sont les résultats et la manière qui font que ça donne une confiance. Et là, je pense que l'Algérie a emmagasiné de la confiance parce que le Sénégal, c'est quand même pas n'importe qui. C'est une bonne équipe. C'est vraiment une bonne équipe avec des talents individuels. Et je pense que maintenant, ils sont prêts. Et puis surtout que c'est des matchs à élimination directe. Et là, il n'y a pas de calcul à faire. Et on rappelle que c'est demain qu'ils connaîtront leur adversaire. Ils ont terminé finalement deuxième de la poule, ce qui n'a pas grande importance aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas trop contre qui ils vont jouer. Ça va se jouer demain, parce que l'autre groupe est complètement serré. Alors parlons quand même du Sénégal, parce que c'est quand même une grosse contre-performance. On rappelle que le Sénégal avait battu le Ghana en premier match. Donc tout le monde pensait qu'ils avaient fait le plus dur. Ils se sont créés quelques occasions, bien sûr, les Sénégalais, mais les débats vont être relancés. Notamment, Kaba, vous mettiez en cause la défense à 3 sur le but de Mahrez. Alain Giresse, il va encore être montré du doigt, lui qui a changé de système à plusieurs reprises. On va dire qu'il va avoir l'opinion publique contre lui, là, pour le coup. Ouais, je pense que c'est ça, parce que franchement, ils ne savaient pas sur quel système partir. Donc, moi, je les ai fait au premier match. Ils ont commencé la première mi-temps à 3, ils ont rectifié à la mi-temps, ils sont passés à 4 et puis ils ont gagné. Tout le monde avait dit que c'est un coup de génie de Giresse, pour le coup. Voilà, tout le monde a dit c'est tactique, c'est bien joué, mais bon, moi, voilà, je ne suis pas entraîneur, mais moi, j'avais vu qu'à 4, ça fonctionnait mieux. Donc, ils ont gagné ce premier match. Après, tout le monde a dit, ça y est, c'est parti, le Sénégal, ils sont là. En plus, ils rentrent Mané, qui reviennent de blessure. Donc, c'était mieux pour eux. Et là, justement, ils n'y arrivent pas. Donc, ça va être un débat qui va repartir, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés à la CAN, qui brillent en Angleterre, qui brillent en Turquie. Je ne veux pas dire de nom, comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais bon, on sait qu'il a fait des choix avant. On va les dire pour vous. Dembaba, effectivement, il a décidé de ne pas prendre Dembaba. Voilà. Après Sakho, quand vous échouez derrière, fatalement, on va vous le reprocher. Et vous parlez de Diafra Sakho. Diafra Sakho qui a marqué avec West Ham. Exactement. Alors, il a marqué avec West Ham après avoir dit qu'il ne pouvait pas faire la CAN. Du coup, ça lui a valu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, sur sa page Facebook, Diafra Sakho a répondu au peuple sénégalais une longue lettre où il a dit qu'il a été vexé vraiment de ce qu'on lui dit. Ne doutez jamais du lion qui sommeille en moi, comme je ne douterai jamais de la passion qui brûle en vous. En gros, il explique que, hélas, il n'a pas pu faire la CAN, mais qu'il reste dans son cœur un lion de la Teranga. On peut penser que son club West Ham a fait pression. Ils ont mis la pression pour pas qu'il parte, donc c'est vrai que c'est un joueur important là-bas. Mais bon, en sélection, on a besoin de tout le monde. Donc là, il n'est pas venu. Donc là, pour Alain Giresse, ça va se compliquer un petit peu, je pense. Grosse déconvenue donc pour les Sénégalais, même si ils peuvent argumenter qu'ils auraient pu bénéficier d'un penalty quand même, alors que le score était de 1-0. Ah, ça vous avait échappé, Nasser. Ah bon? Non, je n'avais pas vu. C'est bon l'arbitre, hein. L'arbitre est très très bon. Hein. C'est Mostefa qui fait quand même une faute. Et il a arraché le maillot complètement. Mostefa, c'est Medjani, pardon. Medjani qui a arraché le maillot de Sadio Mané. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce genre de fautes dans les surfaces de réparation. En fonction des angles, on ne voit pas la même chose. Mais il y a quand même un angle je crois que c'est celui-ci, qui montre quand même que, regardez, ça aurait pu, on en a vu siffler quand même. Hein. Un petit contact à l'africaine. Tu sais, ça se passe souvent en Afrique comme ça, tu vois. Ouais. Bon, mais pas ça sous le compte de l'Afrique. Là, il a bien joué le coup parce qu'il tombe en même temps. Donc c'est comme si en fait il s'accroche. Mais il a super bien joué le coup de l'accrocher et puis de tomber en même temps. Ah ouais, il a bien joué le coup. Je l'avais pas vu. Surtout parce que l'arbitre ne l'a pas vu. Je l'avais pas vu du tout. Shérif non plus. Et Messaoud non, faute objectif. Il y a faute. Mais bon, maintenant l'arbitre n'a pas sifflé. Mais bon, il faut être un minimum objectif. C'est vrai qu'il est retenu par le maillot. Ouais. Il est retenu par le maillot. Il faut le cinquième arbitre. Beaucoup de coups du sort quand même pour cette équipe du Sénégal aujourd'hui qui a également perdu Cheikh Mbeng assez rapidement dans la partie. Des images extraordinairement spectaculaire et inquiétante dans un premier temps, hein, sur un choc frontal. Mbeng, le Rennais, qui va avoir le crâne fracassé, qu'on a vu presque dans un état chancelant sur le bord de la touche et en sang surtout. Hein. Impressionnant. Hein. Ouais, c'est des images qu'on n'aime pas voir ensanglanté comme ça. C'est jamais très beau. J'espère qu'il a rien ou que ce soit pas trop grave parce que là,
il est complètement KO, quoi. Ouais, il a terminé debout. Il est sorti quand même debout, finalement, remplacé par Pape Souaré. Voilà, donc le Sénégal, l'actualité au Sénégal va continuer hein, dans les jours qui viennent, fatalement, parce que cette élimination, même s'ils étaient dans un groupe assez difficile, va certainement faire couler beaucoup d'encre. Et donc le Sénégal est éliminé. Pourquoi ? Parce que le Ghana est passé devant. Au tout dernier moment, à un quart d'heure de la fin, le Ghana était dernier du groupe. Et à la fin, ils sont premiers, les Black Stars. Ils ont renversé la vapeur face à l'Afrique du Sud. On va revoir les grands moments de ce match avec Lilian Gatoun. Pour ne pas gamberger, les Ghanéens doivent gagner. Donc pour ne pas douter, eh bien, ils doivent évidemment marquer le plus tôt possible, ce que c'est de faire actuellement le capitaine André Ayew avec ce coup de tête sur coup franc qui passera juste à côté des buts de Nalan Kouzmayo, le troisième gardien utilisé par l'Afrique du Sud dans ce tournoi. Les frères Ayew, on l'a dit, en vogue évidemment dans cette formation. Jordan aura également une occasion, mais c'est surtout sur une contre-attaque finalement que les Sud-Africains vont surprendre les Black Stars. 17e minute, vous le voyez, avec ce coup de patte de Mandla Massango, le joueur des Kaiser Chiefs qui n'avait joué que 5 minutes dans ce tournoi. Et cette reprise de volée qui surprend Bizam Razak. Et donc forcément, ça fait 1-0 pour les Bafana des Sud-Africains, habitués à ouvrir le score dans ce tournoi. Ce qu'ils ont fait contre l'Algérie, ce qu'ils ont fait également contre le Sénégal, sans pouvoir empocher les victoires. On revoit encore une fois ce geste superbe, limpide pour ces Sud-Africains qui manquent un petit peu de jus. Mais les Ghanéens vont essayer de contre-attaquer avec là aussi une frappe puissante. Elle est signée Babaraham. C'est directement sur le gardien. Dommage, c'est une des rares tentatives de ces Black Stars en première période qui n'ont inquiété vraiment la défense sud-africaine que sur de rares coups de pied arrêtés. On a du mal à construire le jeu et à trouver notamment l'avant-centre, la pointe, Gyan Asamoah, le buteur patenté qui reste sur 6 victoires, 6 matchs, 6 buts lors de ces 6 derniers matchs avec le Ghana. Nouvelle offensive, vous le voyez, dans les dernières minutes de cette première période avec toujours ce jeu sud-africain. On ressort le ballon, le centre et cette fois la tête de Douloula. C'est boxé par le gardien ghanéen. Encore une superbe occasion, toujours en contre pour ces Bafana entraînés par Ephraim Bachaba. Il faut dire que le Ghana n'a pas battu les Sud-Africains en 3 tentatives en Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième période qui attaque avec le même scénario et encore une fois des Ghanéens à l'attaque. On vient de voir le coup franc non cadré pour Gyan Asamoah. Mais derrière, on tente, on pousse comme ici le tir d'André Ayew qui finit finalement dans les pieds de John Boy, l'ancien défenseur du Stade Rennais qui venait de rentrer pour suppléer Daniel Amarté, sorti sur blessure. Ça fait un but partout avec ce tir raté donc pour André Ayew, tout de même décisif puisque c'est une passe pour John Boy, son défenseur qui était resté aux avant-postes pour venir égaliser à un but partout. La rencontre va alors clairement s'équilibrer. On va faire entrer des forces offensives du côté des Black Stars. Les Black Stars qui sont dans tous les bons coups avec notamment le ballon qui arrive ici. On est dans les secondes qui ont suivi le but égalisateur. C'était Kwesi Appiah, un joueur de 4e division du côté de Cambridge en Angleterre qui trouve ici le poteau de Nalan Kouzmayo, le gardien sud-africain. C'était la balle de la qualification pour les Black Stars qui continuent de pousser, qui finalement à la 83e minute trouve enfin ce deuxième but synonyme de quart de finale sur ce coup de tête signé du Marseillais André Ayew, le patron, le leader technique de cette formation des Black Stars qui reste sur 4 demi-finales en Coupe d'Afrique des Nations. Ils auraient pu passer à la trappe. Eh bien non, grâce à ce magnifique coup de tête signé André Ayew, ça fait 2-1 pour les Black Stars. Un but synonyme de quart de finale et de première place du groupe pour ces Ghanéens qui sont donc passés par toutes les émotions dans cette rencontre de la 4e place à la première dans ce groupe. Cette Coupe d'Afrique des Nations est complètement folle pour les Black Stars qui se qualifient pour les quarts de finale. Le Ghana d'Avram Grant qualifié donc sur le fil. Quand on dit sur le fil, c'est vraiment sur le fil. On se rappelle qu'ils avaient battu l'Algérie dans les arrêts de jeu. Là, ils gagnent à la 83e. C'est vrai que c'est passé tout près pour les Black Stars. Mais l'Afrique du Sud, c'est les 3 mêmes matchs, 3 mêmes scénarios. 3 fois de suite, ils ont ouvert le score. Et 3 fois dans les 20 dernières minutes, ils ont complètement explosé. C'est dommage parce que dans le jeu, dans l'organisation, ils étaient là, ils ont toujours été là, ils ont pesé sur tous les matchs. À un moment même, ils étaient même assez convaincants. Et en 20 minutes, ils ont retourné complètement leur... C'est incroyable ce qui s'est passé pour eux. C'est une jeune équipe, les Bafana. Ils auront le temps de faire des choses intéressantes dans les années qui viennent. Cette équipe du Ghana, avec ses leaders habituels, ceux qu'on connaît, comme André Ayew qui a encore marqué le but de la victoire, c'est une équipe très régulière. Kaba,
4 demi-finales de suite minimum. Les 4 dernières CAN, ils sont allés au moins en demi-finale. C'est une des grandes valeurs sûres. Hein. Exactement. En fait, c'est les Allemands de l'Afrique. Ils ne sont pas beaux à avoir joué. Ils déjouent même des fois. On s'attend à chaque fois à des grandes envolées techniques. Mais voilà, ils ne séduisent pas, mais ils gagnent. Et là, voilà, avec ce petit bonhomme-là, André Ayew, il est là dans les grands rendez-vous. Il lâche rien. Il vient mettre son coup de tête. Il est régulier, il a faim, et puis là, voilà, il joue pour son pays, donc il a tellement faim, regardez-le, il est vraiment, à chaque fois qu'il part en sélection, il joue sa vie, lui. Et ils ont des valeurs morales, on l'a vu avec ses retournements. Le Ghana aussi, vous soulignez les 4 dernières CAN, mais il ne faut pas oublier aussi la dernière Coupe du Monde, où ils avaient été quart de finaliste, et là on voit que c'est une équipe, même si elle n'a pas un jeu collectif très, très rodé, mais elle a des individualités, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent faire la différence. Et surtout, on voit que c'est une équipe qui est... 1, 2, 3, vive l'Algérie! Quart de finale! 1, 2, 3, vive l'Algérie! Oh là là, Hervé, il y a quelques jours, je t'ai entendu dire sur ce plateau, Zahma, l'Algérie, elle a perdu contre le Ghana, mais on a fait exprès. C'est pour le suspense. Mais oui, mais tu vois, c'est comme dans le film Titanic. Si le bateau il coule au début du film, c'est plus intéressant. Mais oui, tu n'as pas vu comment on a survolé le match contre le Sénégal? On les a battus 2-0. On dirait que c'était l'équipe de France contre les îles Féroé. Tu te rappelles? Si le Sénégalais t'avait donné ça, viens le chercher maintenant. Viens le chercher, c'est toi qui dois sécher les larmes. Ouais, non, on est les meilleurs. Par conséquent, j'aimerais solennellement demander à monsieur Seb Blatter que le Fennec de l'Algérie puisse participer à la Coupe d'Europe, direct. C'est notre niveau direct. Bien sûr, avec le visa pour les supporters algériens. Ah ouais, on est les meilleurs. Tu as vu comment on s'est baladé dans le match avec le Sénégal? On s'est tellement ennuyé, à un moment on a fait de la couture. Montrez les images. À un moment on a fait du design, on a redesigné les maillots tunisiens. Regardez. On s'ennuyait tellement, à un moment, allez, on va faire un peu de... voilà, ça va nous occuper. On a fait du relooking. Voilà, c'est magnifique. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Oh là là, c'est magnifique. Jazaïr, on est les meilleurs. Même Cristiano Ronaldo, il veut devenir algérien. Mais oui, il se fait appeler Cristiano Omardon. Omardon, il m'a tué. Omardon m'a tué. Il a demandé la nationalité algérienne, mais on a refusé. Parce que Cristiano Ronaldo, il peut gagner 1 ballon d'or, 2 ballons d'or, 3 ballons d'or, mais un titre, il ne pourra jamais gagner. C'est la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, elle est réservée aux Fennecs qui mangent du lion. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3. Bon. Il a quand même oublié les 2 mouchards qu'il m'a donné la dernière fois quand même. Ouais, mais c'était pas lui, c'était Phil Darwin le Congolais, rien à voir. Mais vraiment rien à voir. On va écouter Alain Giresse, la première réaction du sélectionneur de cette équipe du Sénégal, éliminée ce soir par l'Algérie et surtout par le Ghana. Juste une question. Le culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez l'avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 février, à la fin de votre contrat? Je suis en fin de contrat. On ne va pas terminer. Le micro. S'il vous plaît. Si vous parlez de la situation contractuelle, je suis en fin de contrat. Allez-vous démissionner ou pas? C'est ça la question. J'ai fini mon contrat. Je l'ai terminé. Ça... Je pense que la réponse est assez claire. Ici, devant. Non, attendez. On vous parlait, on vous dirait que ce serait chaud. Effectivement, il y a une agressivité incroyable quand même. Effectivement, il n'a pas démissionné puisque son contrat s'arrêtait à l'élimination du Sénégal. Ouais, c'est ça, la conférence de presse, là, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, il sort à peine du match, il est encore à chaud. Donc là, il se fait agresser, quoi, directement. Il pose la question. Il n'a pas le choix. On va rester dans l'ambiance. Avec demain, vous savez que demain on connaîtra les 2 derniers quarts de finalistes, hein, et il y aura de la casse, hein, parce qu'il y a des gros qui vont jouer. Regardez, dans ce fameux groupe, tout le monde est à égalité pour l'instant. Le Cameroun qui rejouera contre la Côte d'Ivoire, la Guinée face au Mali, ce sera à 19h. Tous à égalité jusqu'à présent. On vous rappelle que ça pourrait se jouer au tirage au sort, ce qu'on ne souhaite pas. Et puisqu'on parle d'ambiance, on vient de voir ce qui s'est passé à l'instant dans la conférence de presse post-match du Sénégal. Eh bien, c'est également
l'ambiance au Cameroun, entre la presse camerounaise et le sélectionneur, mais pas seulement. Vous allez voir, ambiance incroyable, vraiment, en conférence de presse aujourd'hui. Reportage Vincent Raduro, Cyril Domenico. Ce matin, au stade de Malabo, conférence de presse du Cameroun à la veille de son match décisif contre la Côte d'Ivoire. Sont présents le sélectionneur, Volker Finke, et son capitaine, Stéphane Mbia. En face, des journalistes camerounais particulièrement remontés. Visiblement, ils ont une dent contre le coach. Extrait. La plupart des Camerounais vous détestent. Est-ce que demain, si le Cameroun n'arrivait pas à gagner, ce que nous ne souhaitons pas, est-ce que vous allez finalement démissionner ou vous allez continuer à attendre qu'on vous chasse? Non, vraiment, je suis complètement concentré sur le match. C'est tout. À en croire les journalistes, c'est donc tout un pays qui déteste son sélectionneur. Que lui reproche-t-on exactement? Certes, Volker Finke était déjà en place lors du fiasco de la Coupe du Monde, mais il a conservé son poste et il est parvenu à qualifier le Cameroun pour la CAN. Seulement voilà, depuis le début de la compétition, les Lions indomptables ont concédé 2 matchs nuls contre le Mali et la Guinée, 2 résultats décevants et les fantômes du passé ressurgissent. On parle évidemment de l'absence de Samuel Eto'o et de l'influence du nouveau capitaine Stéphane Mbia. Coach, est-ce que vous acceptez tout ce que votre capitaine vous demande? Mais ça, c'est une question un petit peu bizarre parce que vraiment, chacun a son rôle. Dans le foot, c'est comme ça. En fait, le vrai problème, c'est que Volker Finke ne fait pas jouer Clinton N'Jie, le prometteur attaquant de l'Olympique lyonnais, celui que les Camerounais attendent comme le nouveau Messi. Quelqu'un comme Clinton peut nous apporter un plus offensivement. L'absence de Jay Clinton, ce n'est que les erreurs de l'entraîneur parce qu'il ne maîtrise pas ses joueurs. Est-ce qu'il y a un problème, Jay Clinton, dans les Lions? Nous ne sommes pas contents. Je vois qu'il y a beaucoup de bruit, mais le football, c'est pas un voting. C'est ça. Et si Clinton N'Jie ne joue pas, c'est parce qu'il se serait accroché avec son capitaine. Et du coup, le pauvre Stéphane Mbia concentre toutes les critiques. On lui reproche manifestement son influence dans le groupe, mais aussi son rendement insuffisant sur le terrain. En conférence de presse, les journalistes sont toujours aussi directs. Moi, j'ai l'impression que le problème, en fait, c'est Mbia. Non, je pense pas. Je pense que le plus important, c'est les résultats. Et sur le terrain, non, je pense pas que le problème soit moi personnellement. Bref, une conférence de presse un peu surréaliste pour un nouveau psychodrame chez les Lions indomptables. Ambiance, quand on voit ce que subit Alain Giresse juste après le match et ce que subit Volker Finke juste avant le match, c'est assez incroyable, hein, c'est surprenant. Hein. Est-ce que c'est surprenant? Ben, c'est là où on voit que vraiment en Afrique, le football tient une place super importante et que vraiment il en va de la nation. Donc on part à la CAN, mais c'est pour la gagner. En plus, quand on s'appelle les Lions indomptables, il faut absolument, au bout de 2 matchs, avoir 6 points. Et là, ils les ont pas et ils ne sont pas qualifiés. Donc c'est pour ça que ça craint. Ils sont coutumiers de ce genre d'ambiance, notamment au Cameroun. Il n'y a pas qu'au Cameroun, on vient de le voir avec le Sénégal. On sait qu'en Algérie, c'est chaud aussi souvent, mais au Cameroun, c'est le cas. On sent qu'il y a encore des tensions. On savait qu'il y avait des tensions entre Stéphane Mbia et Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o n'est plus à la CAN, mais il y a encore des courants, on va dire. Hein. Mais, je sais pas, il y a une fonction, il y a le sélectionneur national. Je veux dire, quand j'entends des propos comme ça, aussi vexants, humiliants, mettant les gens devant la place publique, je veux dire, à un moment, on se pose des questions. Réellement, si l'entraîneur national il est maltraité comme ça devant la presse, je me pose vraiment des questions. Quand je vois ça, franchement, ça fait très peur. Hein. Sérieusement, très peur. Bien sûr. Hein. Quand on voit ça, c'est un peu surréaliste. Il y a un minimum de savoir-vivre à avoir. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Chacun expose ses positions. Et comme disait Alain Giresse, il est en fin de contrat. Après, il sera reconduit ou pas reconduit. Il n'y a pas besoin de le chasser au bout de 2 minutes. Il y a vraiment un manque de savoir-vivre manifeste.
Pour revenir sur la situation des Lions indomptables du Cameroun, on parle de tension entre Clinton Nje et Stéphane Mbia. On a le sentiment qu'il y a toujours des problèmes dans cette sélection camerounaise. Kaba Diawara, vous êtes guinéen, hein, donc vous n'êtes pas un spécialiste du foot camerounais, mais il y a toujours des tensions entre des personnalités, des individualités. Ouais, ça a toujours été ça au Cameroun, hein, je veux dire. Même quand ils gagnaient, mais bon, ça se voyait moins parce qu'ils gagnaient. Donc il y avait des garçons qui arrivaient à tenir un petit peu le groupe. Mais là, quand ils perdent, ben justement, ça part un peu dans tous les sens. Là, on dit que Clinton doit jouer alors qu'il est jeune. Donc ce serait bête de le mettre demain à son âge pour qu'il sauve la nation. Je veux dire, c'est un jeune attaquant qui voilà, il vient d'arriver, donc il faut le laisser arriver. Pas encore Samuel Eto'o, voilà. quoi. C'est pas encore Eto'o, il faut qu'il prouve, il faut qu'il progresse. Là, ils lui mettent la pression sur lui et puis, bien sûr, sur le capitaine. Le Cameroun qui jouera donc demain contre la Côte d'Ivoire. Et côté ivoirien, c'est à peine mieux, la confiance. Mais vous allez le voir, les Ivoiriens, et notamment Hervé Renard, font plutôt profil bas. Reportage de Constance Pellegrin avec Cyril Domenico. Si j'étais journaliste, je pense que je titrerais « Bonjour tristesse ». Je suis méchant, mais c'est comme ça. Abattu, mais toujours là. Un début de CAN laborieux pour des éléphants qui piétinent. 2 fois menés au score, 2 égalisations en fin de match. Les hommes d'Hervé Renard ne sont ni convaincants, ni convaincus. On est simplement devant une équation qui est toute simple. Si on continue ce genre de mi-temps, on ne peut rien espérer. La Côte d'Ivoire, 3e nation africaine au classement FIFA, n'est pas celle que l'on attendait. Les 2 points pris in extremis ne suffisent pas pour un prétendant sérieux au titre. Pourtant, sur le papier, Hervé Renard peut s'appuyer sur des joueurs emblématiques. Un capitaine, quadruple meilleur joueur d'Afrique, Yaya Touré, loin de ses performances à Manchester City. Son nouveau coéquipier en club, Wilfried Bony, acheté cet hiver 40 millions d'euros. Et Gervinho, le seul à poser de réels problèmes aux défenses adverses depuis le début de la compétition. Mais suite à un carton rouge, l'attaquant de la Roma sera une nouvelle fois absent. Après, il fallait tourner la page, remotiver le groupe, encourager mes coéquipiers pour qu'ils donnent tout pour qu'on se qualifie pour les 2 matchs qui arrivent. Mais sans Didier Drogba, la reconstruction est compliquée et une partie de l'effectif, trop jeune, manque d'expérience. Mali, on ne peut pas faire match nul. En cas de demander pardon à Drogba, va venir. Il nous manque. Le fait d'aligner Yaya Touré, Wilfried Bony, des noms comme ça cache un peu le reste. Mais quand vous prenez une équipe avec 50% de nouveaux joueurs, c'est difficile. Cette équipe de Côte d'Ivoire aussi a beaucoup de jeunes qui sont à leur premier CAN. Donc voilà, à nous de leur inculquer la gagne. De beaucoup parler avec eux pour qu'ils se sentent à l'aise déjà. Les Ivoiriens qui restent sur 5 quarts de finale consécutifs n'ont pas le choix. Contre le Cameroun, la révolte est obligatoire. Je ne me rappelle même pas, ça fait combien de temps que la Côte d'Ivoire n'a pas passé le premier tour. Donc voilà, c'est le match, je ne dirais pas de notre vie, mais c'est un match qui compte vraiment pour nous. Battus 4-1 lors des éliminatoires, les éléphants ont une revanche à prendre face aux Lions indomptables. Une revanche qui a presque goût de finale. Et cette finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, cette finale de groupe en tout cas, elle aura lieu donc demain en direct sur Canal+ Sport. L'ombre de Samuel Eto'o au Cameroun, l'ombre de Drogba Didier en Côte d'Ivoire. C'est difficile de tourner la page des icônes, des immenses joueurs qu'ils ont été et qui sont toujours d'ailleurs. Ouais, c'est des joueurs qui pendant 10 ans ont porté leur équipe, donc ils ont toujours marqué les buts qu'il fallait, ils ont toujours été là dans les grands rendez-vous, donc maintenant il faut les remplacer. Je ne doute pas des qualités de Bony parce que c'est un très bon joueur, il cale les ballons, il a de la technique, mais c'est autour, il faut le mettre en confiance, il faut le mettre en valeur surtout, et là c'est pas du tout le cas depuis le début de la CAN. Hervé Renard rappelle que son équipe, derrière ces quelques stars qui restent, est une équipe jeune. Il a un management, il est assez dur avec ses joueurs depuis le début de la compétition. Il a un management différent, une communication différente des autres. Hein. Mais le problème pour tous ces entraîneurs qui viennent en Afrique, c'est déjà de bien analyser ce qui se passe. Moi, je pense que la vraie réussite qu'il y a eu dans les transferts d'entraîneurs en Afrique, ça a été Bruno Metsu.
Moi, j'ai eu la chance de bien le voir fonctionner, travailler. Il a su trouver l'équilibre parfait. C'est pour ça qu'il a fait les parcours qu'il a pu faire. Et c'est vrai que pour les parfait, entre, vous voulez dire, le laisser aller un peu parfois, la gestion à la cool. C'est un moment, il faut trouver le juste milieu. Tu ne peux pas venir avec une rigueur et mettre la pression parce qu'ils la connaissent depuis qu'ils sont enfants. Renard, il connaît très bien l'Afrique. Oui, il connaît. Il est champion d'Afrique en titre avec la Zambie. Oui, mais les Ivoiriens, c'est pas les Zambiens. Les Zambiens, ce ne sont pas les Sénégalais. Ils ont chacun une culture bien propre, ils ont des traditions. Il y a des rituels, il y a des choses à bien maîtriser. Tu ne peux pas arriver en tenant le même discours quand tu viens de Paris, tu arrives à l'intérieur de ces pays-là. C'est très, très compliqué. On le voit même dans les rapports qu'il y a avec les joueurs. Il y a des conflits, on ne va pas dire de culte, mais de région. Il faut connaître bien l'Afrique, savoir qu'il y a des régions qui s'opposent à d'autres. Donc il y a des joueurs qui sont à l'intérieur et à qui la presse va lapider. C'est ce qui se passe actuellement partout. Ils ont pris 4-1 à Yaoundé en match de qualification. Les Ivoiriens, ça peut avoir une influence sur le match de demain ou est-ce que ça fait partie du passé? Non, je ne crois pas parce que là, maintenant, on arrive au troisième match de la compétition. Il n'y a plus de calcul là. Même ce qui s'est passé avant, ça ne compte plus. Demain, il faut gagner, prendre 3 points et puis se qualifier. Alors, on a parlé de la finale Cameroun-Côte d'Ivoire, mais demain, c'est 2 finales. 2 finales en même temps qui se joueront, puisqu'il y aura en même temps, à la même heure, le match entre la Guinée et le Mali. Je rappelle que toutes ces équipes sont à égalité, donc elles ont autant de chances l'une que l'autre. On va commencer, bien sûr, par la Guinée, mon cher Kaba. Rappelez que c'est un derby, hein, quand même. Ce sont 2 pays frontaliers qui se connaissent par cœur, qui se connaissent bien. La Guinée qui a un jeu technique assez séduisant, qui a fait de bons résultats, qui a tenu en échec et le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant que vous nous en parliez, on va voir quelques images déjà de cette équipe qui est arrivée à Mongomo, la sélection, le Silé national, hein, comme on l'appelle, qui s'est donc installé sans faire de bruit à Mongomo. Les images de Mathieu Darnon. Et on va écouter François Kameno, le Bastier de cette équipe de Guinée, dans la foulée. Pour nous, le match face au Mali, ça sera comme une finale pour nous. Ça sera un grand challenge pour nous pour gagner ce match. Parce qu'on a vu, c'était un rêve pour nous. Moi et mon coéquipier, on regardait ces matchs à la télé. Je pense que ça sera un grand challenge pour nous de gagner ce match. Au point de vue taille, voilà, ils ont de grands joueurs de taille. Physiquement, ils vont vouloir peser sur nous, mais voilà, nous, comme on a l'habitude de le faire, on joue simple et voilà, on joue au ballon. Rappelons dans quelles conditions la Guinée s'est qualifiée. L'équipe qui était montrée du doigt, c'était l'un des foyers du virus Ebola. Personne ne voulait, ils ne pouvaient pas jouer chez eux, personne ne voulait les recevoir. Ils sont là à 90 minutes peut-être d'un quart de finale. Ouais, c'est quoi l'ambiance au pays, Kaba? L'ambiance est bonne parce que tout le monde y croit. Moi, je vois les reportages, les images. Tout le monde est dans la rue, tout le monde est chaud derrière l'équipe. Donc là, je pense que voilà, on est à 90 minutes de gagner un match et puis de se qualifier pour le quart de finale. Ça fait longtemps que le pays n'y est pas allé, vu qu'en 2012, ils ont perdu au premier tour. C'est une équipe jeune, il n'y a plus les Fendouno. Bon, moi, je me suis arrêté, Baldé, Silla. Donc, on s'est mis un petit peu en retrait. Donc maintenant, il y a une nouvelle génération et ils jouent vraiment très bien. Et ce qui ne change pas, c'est le sélectionneur, Michel Dussuyer, 5 ans en poste, ce qui est long en Afrique. On a vu pourquoi, hein, avec parfois les conditions vis-à-vis de l'opinion publique. Michel Dussuyer, il est installé là-bas, vraiment. Il fait un travail en profondeur, j'imagine. Il tient bon. C'est vrai que, après, il est critiqué des fois aussi parce que des fois, c'est un sport national en Afrique. Mais bon, voilà, ça fait 5 ans qu'il est là, il fait du bon boulot. Là, il manque vraiment un rien. Il faut qu'il bascule là vers ce quart de finale et après tout ira bien. Nous, en tout cas, on aura gagné parce qu'avec justement ce virus qui fait mal au pays, en passant en quart de finale, on va apporter une très bonne image et tout ira bien après. Mais face à la Guinée, il y aura demain le Mali. Le Mali qui rêve également. Ils ont raison de rêver puisqu'ils sont encore une fois à égalité. Le Mali, l'air de rien, 2e et 3e des 2 dernières éditions de la CAN, qui est un jeu physique. Hein. C'est une équipe assez costaud, hein, le Mali, avec des joueurs expérimentés comme bien sûr Seydou Keïta que Mathieu Darnon a rencontré. On a beaucoup de respect pour cette équipe guinéenne parce qu'ils ont montré ces 2 matchs-là qu'ils avaient de la qualité, comme nous d'ailleurs, qu'on n'était pas inférieur aux autres. Donc ce serait un match très, très, très serré, très difficile. Après, qu'est-ce qui pourra faire qu'on pourra gagner ou ne pas gagner? C'est difficile à dire ça. C'est parce que si je savais, c'est sûr que là où je suis, je n'allais pas être inquiet.
Mais bon, on est inquiet avant ces matchs-là parce que c'est un match décisif, un match important. Et surtout, les deux équipes ont le niveau à peu près pareil, quoi. Il ne faudra pas rater ça. Demain, 19h, les 2 derniers matchs pour les 2 derniers quarts de finalistes. Tout le monde à égalité. On rappelle que si jamais il y avait match nul entre les 2 matchs, ce serait tirage au sort, la pièce. On espère qu'on n'arrivera pas là. On va regarder le tableau des quarts de finale. Il n'y aura plus que 2 absents. Nous, on attend. Vous attendez, vous. Congo contre RDC. Congo-Brazzaville contre Congo-Kinshasa. L'Algérie, donc demain, attend. Tunisie, Guinée équatoriale. Et puis donc Ghana contre le 2e qualifié de demain. Ou premier. Et puis voilà, ça c'est les quarts de finale. Alors un mot quand même pour dire que la CAF a décidé de faire disputer tous ces quarts de finale à Malabo et à Bata. Dans un premier temps, les équipes devaient se déplacer, pour certaines, à l'est du pays. La Guinée équatoriale devait se déplacer, ça ne les arrangeait pas vraiment, ils n'avaient pas trop envie, et comme il y avait des problèmes de logistique, ils ont mis tout le monde d'accord, tout le monde à Malabo et à Bata, avec un changement d'horaire, 17h pour les premiers quarts de finale et 20h30 pour les deuxièmes quarts de finale. Le Congo qui a donc pu quitter l'Est Bébéine pour aller à Bata, et Théo Schuster va suivre Claude Leroy et les Diables Rouges. Non seulement pendant tout ce voyage qui a duré 3 heures d'autoroute au milieu de la forêt équatoriale, mais on va rester au plus près de cette équipe du Congo qui est en train de créer l'une des sensations de cette CAN. Hervé, quand même, il y a un paradoxe. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nasser ? Oui, je dis qu'il y avait un paradoxe dans les choix des quarts de finale. Le premier, le Ghana, qui va jouer le dimanche à 17h30, et le deuxième va jouer à 20h30. Je pense qu'on a bien fait de finir deuxième. Ouais. Ah, c'était tactique. C'est exactement ça. C'est 17h, hein. C'est pas 17h30, c'est 17h, c'est encore plus tôt, même une demi-heure plus tôt. On rappelle peut-être, on vous remontre les buts. On est désolé pour nos amis sénégalais qui nous regardent. On sait qu'ils sont nombreux également, mais on va vous remontrer ces 2 buts algériens avec l'ouverture du score de Riyad Mahrez sur cette grosse erreur d'alignement, d'attention de Stéphane Badji. Et puis le deuxième but de Ben Taleb à combien de minutes de la fin ? À la 82e. Avec un beau travail de Fegouli dans un premier temps, une frappe de Ben Taleb, victoire de l'Algérie 2-0, et puis le Ghana a battu l'Afrique du Sud 2-1. Tiens, je vous l'avais promis, puisqu'on a quelques secondes, on va vous remontrer quand même le but de Chérif Oudjani. 1990, finale contre le Nigeria à Alger. L'Algérie qui va devenir championne d'Afrique des Nations pour la première fois et seule fois de son histoire. Cette frappe du droit de Chérif Oudjani qui bat le gardien nigérian. L'Algérie championne d'Afrique, c'était il y a combien ? 90 ? 25 ans. 25 ans. Tunisie. Sport de frappe. Félicitations. Ça ne rajeunit pas. Pas du tout. Il y avait des cheveux à l'époque. Il avait beaucoup de cheveux, Chérif Oudjani. À la grande époque lançoise, il était frisé, il avait des cheveux de partout. Merci à tous. Maintenant, hein. Ouais, c'est les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci en tout cas d'avoir partagé. Merci Hervé. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne chance pour la Guinée demain, Kaba. Mais non, on ne soutient aucune équipe. On est avec tout le monde. On est pour le foot et pour le foot africain. Merci à Pascal, Mathieu, Laurent Jaoui, Alex Piguet, Jérôme Mena, toute l'équipe. On se quitte comme toujours avec le Zap, le Viva Zap. C'est signé ce soir Mathias Manteghetti. On ne veut pas avoir de flash, s'il vous plaît. Normalement, il n'y a pas de photographie ici. À chaque fois, on le répète. La plupart des Camerounais vous détestent. Est-ce que demain, si le Cameroun n'arrivait pas à gagner, ce que nous ne souhaitons pas, est-ce que vous allez finalement démissionner ou vous allez continuer à attendre qu'on vous chasse? Mais ça, c'est une question un petit peu bizarre. Le capitaine aussi qui a une console dans sa chambre aussi. Et voilà, tu vois, je n'ai même pas fini de parler parce que hier on avait des soucis d'internet, là on a le problème d'électricité. Oui, mais... Oh.
précédent. On vous a proposé quantité de matchs. Oh le but! Le but incroyable! Dans une position peu évidente, très statique. C'est toujours difficile de marquer comme ça. When there's love in the air.